inédits, tournés dans des conditions extrêmes. Mais nous allons organiser une battue. On va essayer de la récupérer. Après l'avoir remontée un tout petit peu, la ramener ici. Et puis nous allons continuer la recherche avec tout le monde. Mais les jumeaux qui sont là, ils ne mangeaient pas la nourriture qu'on les donnait là-bas. Qui leur donnait la nourriture? Les sorciers. Retour ici en place, revue de presse à Douala avec Ruben Malik Djoumissier qui est en place et puis notre ami l'homme de nos Bretel, c'est un président quelque part, on en reparle. Ruben Malik, bonjour. Bonjour Serge. Jason Black. Bonjour Jason Black, Ruben Malik, bonjour mesdames, messieurs, bonjour chez vous, merci d'être devant votre petit écran pour cette revue de presse en direct de Douala. Ruben Malik, au-delà des faits, justement, on parle de sorcellerie, on parle vous reviendrez souvent sur des faits comme ça, mais ici il est question de quelle histoire? Mais de confronter deux opinions deux hypothèses, autant pour moi, qui peuvent être envisagées au chapitre d'un fait de disparition de 9 enfants survenus à Moanco, dans la Sanaga maritime, où 9 enfants entrés dans la forêt pour une simple chasse aux escargots, y ont passé 11 jours sans manger ni boire. Et heureusement, c'est avec la dextérité de nos forces de défense et de nos autorités, notamment du gouverneur de la région littorale et de Jean-Eddy Abaté, le préfet du département de la Sanaga maritime, qui ont réussi à retrouver ces enfants, même si l'un des derniers, malheureusement le dernier, est resté dans la forêt et jusqu'à présent les chances de le retrouver se sont complètement amenuisées. Mais on est allé vers ces faits-là pour essayer de confronter ces deux opinions, ces deux hypothèses, l'hypothèse de la pratique de sorcellerie qui aurait conduit à la disparition des enfants et d'un probable enlèvement orchestré par des individus tapis dans l'ombre qui opéreraient régulièrement dans cette région du pays. De toute manière, on a interviewé des experts, on est allé vers des experts et on espère qu'au bout de l'émission on aura l'idée claire. Mercredi à 22h15. Voilà, le rendez-vous est pris. Ruben Malik Djoumissier, Serge Bondier, eh bien c'est à vous maintenant pour la revue de presse, celle de Douala. Les gens tout le monde est prêt là? Non, il paraît que la matin encore, oui, qu'elle vienne, la revue de presse va commencer. Tout le monde est prêt, allons-y. Bien, le messager, mouvement d'humeur, les avocats sont en colère, ils dénoncent l'arrestation arbitraire de 3, de leurs confrères à Tico. On parle de quoi? D'abus de pouvoir. D'abus de pouvoir, forcément, entre guillemets, c'est dans la région du sud-ouest, dans l'arrondissement de Tico, là-bas, où un avocat, maître Toundé, a été tout simplement arrêté par l'autorité là-bas parce qu'on indiquait qu'il tentait, donc il a empêché entre guillemets le passage de cortège conduit par le sous-préfet de cet arrondissement, et il indique d'ailleurs que derrière cette arrestation, il y a eu 2 autres avocats, ses confrères, qui sont venus le secourir face donc à cette pression qu'il a subie de la part du sous-préfet de cet arrondissement. Donc 3 avocats arrêtés donc pendant cette journée, et tout simplement le journal nous indique aussi qu'ils ont été relâchés par la suite. Donc ces avocats-là, notamment confirmés par maître Aouta Philippe, qui est avocat exerçant dans cette région du Cameroun, a appelé donc à une grève nationale de la part des avocats de l'ordre dès ce lundi 2 décembre 2013. Mais cependant, le journal nous révèle aussi que derrière cela, il y a ce qu'on a appelé, au-delà de l'abus d'autorité, mais il faudrait que la grève qui semble être annoncée ce matin puisse servir de leçon et que les hommes en robe noire ne puissent plus subir ce genre de médiation, même si aucune loi n'indique que l'on ne devrait pas bloquer le passage à un cortège. Qu'est-ce qui justifie le passage aussi forcé d'un cortège et que les Camerounais devaient simplement rentrer vers d'autres routes pour ne pas empêcher ou alors peut-être obstruer le passage de cette autorité? C'est alors annoncé ce matin dans le journal, même si dans l'article on indique quand même pour le reporter du journal Le Messager qu'il a tenté d'avoir quelques avocats de la capitale économique, notamment à Douala, qui disent forcément entre guillemets ne pas être au courant de cette actualité-là et entendent vérifier de près cette information. Bien, en Assemblée nationale, Jean-Michel Ninthieu tense le ministre des Finances. Il accuse le patron des Finances d'avoir dissimulé des comptes. Le ministre à la charge des Finances a donc été auditionné devant les députés de l'Assemblée nationale du Cameroun. Après cette audition, notamment, l'honorable Jean-Michel Ninthieu est donc monté au créneau et a relevé quelques points importants dans son argumentaire. Jean-Michel Ninthieu dénonce également le faible taux des investissements dans notre pays, le Cameroun. Pourtant, de manière conséquente, on a quand même mis beaucoup d'argent dans les budgets de fonctionnement. Il parle un peu plus de 62,7% dans le budget qui est ainsi accordé, avec à la clé bien sûr d'autres informations
informations avec des chiffres à l'appui qui ne font pas honneur aux investissements, alors que nous avons la prétention d'atteindre l'émergence à l'horizon 2035. Il parle donc au niveau des salaires, de l'intervention de l'État du Cameroun, notamment avec des salaires chiffrés cette fois-ci à 154 milliards 344 millions 403 716 francs CFA, mais il parle de ce chiffre relatif à l'ordonnancement de quelques dépenses, des sommes d'argent qui sont ainsi affectées à quelques règlements, mais Jean-Michel Nietzsche pense également qu'il s'agit dans tout ce qui est investi des sommes un peu maquillées. Il s'est arrêté cette fois-ci sur, lorsqu'on parcourt un peu son intervention publiée dans le journal Le Messager ce matin, il prend le cas par exemple de l'Elections Cameroun qui en 2012, pourtant ce n'était pas une année électorale, dont cette organisation a pratiquement englouti 12 milliards de francs CFA. Il se pose bien la question à quoi a servi cet argent, et des propos aussi difficiles qui sont également contenus dans le journal ce matin, en indiquant d'ailleurs que quelques personnalités, notamment il indexe particulièrement le ministre des Finances, qui n'ont aucun respect pour la représentativité nationale. Un coup d'État judiciaire en préparation contre le régime Biya, c'est une dénonciation de Prince Sénonchon. Prince Sénonchon qui depuis quelque temps séjourne dans les cellules de la prison centrale de Douala. D'ailleurs, il dit y être parce qu'il contenait quelques informations importantes qu'il devait transmettre au président de la République. D'ailleurs, ce matin, la lettre qu'il a adressée au chef de l'État, son Excellence Paul Biya, il est précis sur quelques faits importants. Il parle d'importantes sommes d'argent, même si le secrétaire général du ministère de la Justice est à la base de quelques éléments. Il revient aussi dans cette intervention sur les biens fondés de la République du Cameroun, si jamais le président de la République venait à observer quelques indications qu'il a apportées dans le cadre de la publication ce matin des révélations sur quelques projets faramineux et quelques raisons fortes pour lesquelles notre pays a un peu du mal à avancer, notamment dans les milieux judiciaires. C'est donc ce matin, il cite également quelques entreprises. On aura l'occasion de parcourir cette lettre qui est donc contenue dans le journal Le Messager que vous retrouverez dans les kiosques au prix de 400 francs CFA. Terminons avec le journal Le Messager par cette bonne nouvelle. Jean Bardet, directeur général d'Orange Cameroun, arrivé en fin de ce jour, passe le témoin à une de nos compatriotes, Elisabeth Medoubadang. Mutation pour continuer. Départ d'AESONEL, les révélations d'Artang Nakuna devant les députés. Devant les députés, le ministre camerounais de l'eau et de l'énergie a parlé un peu des entreprises. Donc le contrat a été révisité, qui liait l'État du Cameroun à AESONEL. Les raisons fortes pour lesquelles il a mis au devant de la scène notamment plusieurs entreprises qui étaient là pour pouvoir remplacer cette entreprise au Cameroun. AESONEL derrière avait eu quelques éléments de pression et qu'il fallait observer. Le gouvernement aussi a décidé donc de prendre un peu ses responsabilités devant donc tout ce qui était fait. Le ministre de l'eau et de l'énergie a bien expliqué devant les responsables de l'Assemblée nationale du Cameroun en apportant quelques éléments importants. On parle aussi de l'audit de quelques sommes d'argent. Il dit d'ailleurs que là-bas, c'est dans un engagement également avec à la clé la responsabilité et surtout ce que pourraient profiter les Camerounais à travers les contrats qui devront être signés par là même. Sur le plan stratégique, on parle des options qui étaient sur la table avec bien sûr le ministre qui a évoqué toutes les options et a donné les raisons fortes pour lesquelles l'État du Cameroun maintiendra ses positions, ceci pour la satisfaction globale de l'ensemble des populations camerounaises. Toujours dans le quotidien ce matin, on va parler un peu de santé. En santé avec bien sûr la journée internationale de lutte contre le sida qui a été célébrée hier, le 1er décembre 2013, avec bien sûr la peau dure de la stigmatisation et de la violation des droits de l'homme selon les personnes infectées. Ces mots sont également un véritable frein et un rejet à la prise en charge des personnes vivant avec cette pandémie sur le territoire national, malgré les efforts qui sont faits par les pouvoirs publics camerounais. Chez les réfugiés, les violences et le VIH dans la peau dure, l'état de la situation à Douala dans les colonnes du journal Intégration. Le journal Intégration de Thierry donc parle aussi justement, nous partons du sida sur le plan national, mais lui il est aussi allé à l'international, cette fois-ci en s'arrêtant un peu sur les frontières du Cameroun. Il parle de la situation des réfugiés là-bas, quelles sont donc les conditions dans lesquelles ces réfugiés vivent. Il parle de ces personnes qui sont ainsi exposées face à l'exploitation sexuelle, également au viol, au mariage forcé et entre autres les femmes réfugiées qui traînent derrière elles de mauvais souvenirs tant dans leur pays d'origine que dans leur pays d'accueil. Quelques clichés sont contenus également ce matin dans le journal d'Intégration. Il cite des faits
qui existent et qui sont vécues au niveau des frontières du Cameroun, notamment en ce qui concerne le VIH-Sida. Il indique d'ailleurs derrière cette sortie, il indique, il révèle, il envoie d'ailleurs les femmes qui sont bien sûr, qui vivent de manière autonome à se faire dépister parce qu'on ne sait pas ce qui pourrait arriver par la suite. Mais aussi, au-delà de la santé, il parle un peu de l'économie ce matin, avec l'Afrique qui ne bénéficie même pas de 5% des différents montants globaux qui sont dans le cadre des investissements des grands projets pour l'émergence de l'Afrique. Il dit par exemple que l'Afrique reçoit une enveloppe globale de pratiquement 222,767 milliards de francs CFA, mais de cet argent, l'Afrique ne reçoit même pas 5% pour son épanouissement. Aussi à lire, le décryptage sur le pourquoi le budget du Cameroun est fictif et unique. Il projette également un aspect particulier en s'arrêtant sur la loi des finances 2014 du Cameroun. Le journal L'Équation de notre confrère Brandol Richard, la vision du Cameroun et la grande ambition pour son peuple, c'est Laurent Esso qui barre la une de cette édition. Le journal nous parle de Laurent Esso, le ministre d'État camerounais chargé de la justice, à la faveur donc de la descente il y a quelques jours encore dans la ville de Douala, la visite de travail qu'a effectué dans notre pays le président de la République, chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Le premier élément important sur lequel on s'arrête aussi ce matin, c'est la pose de la première pierre du second pont sur le fleuve Bouri à Douala. Il a parlé bien sûr du représentant des élites de la région, notamment de la ville de Douala, Laurent Esso, qui a fait un discours aussi important. Et derrière cela, il réaffirmait la volonté du gouvernement de la République de faire de Douala un havre de paix, de lutter contre toute forme de violence qui pourrait survenir dans la région du littoral à Douala. C'est donc un ministre de la Justice particulièrement heureux et qui a fait parler de lui et qui maintient ses fortes positions avec un peu plus de 30 années passées au sérail camerounais. Derrière cette publication, à en oreille de une, on parle aussi du prince Dédé Yango qui est le nouveau président du conseil d'administration de la SOCAM. Derrière cela, les défis à relever, notamment au-delà de la réconciliation des artistes, mais aussi de la lutte pour la préservation des droits d'auteur. Autant de défis qu'il aura relevés, peut-être des défis qui n'ont pas pu être relevés entre guillemets par ses prédécesseurs, mais ils sont là, les artistes entendent l'accompagner de bon cœur et que lui à son niveau devrait être à la hauteur de cette haute responsabilité, voire cette confiance mise en lui. Cette confiance mise en lui, terminons vite avec ces deux autres journaux, le journal de Popoli, et bien ce qui attend le président Paul Biya en France. Le président de la République serait, selon cette édition, fébrilement tendu dans la capitale française. Et puis l'anecdote, après l'affaire Bibi Ngota, la nouvelle affaire Etunde Yono, près de 2 milliards de francs CFA d'honoraires pour payer les avocats, alors qu'il s'agit purement et simplement d'une histoire de détournement de 400 millions de francs CFA. La justice, selon des sources, serait donc décidée de voir clair dans la gestion de l'homme aux lunettes noires. Pour plus d'informations, allez lire dans les colonnes du journal L'Anecdote que vous trouverez aujourd'hui en kiosque pour un maudit montant de combien? 400 francs. 400 francs CFA. Merci. Voilà, moins d'un euro. Voilà, on va aussi également dire merci à l'abbé Gabriel qui nous encourage à travers ses prières. Et nous sommes très fiers pour ceux-là même qui regardent la revue de presse et nous donnent beaucoup de conseils. Voilà. 7h41, heure locale. Les amis de la revue de presse s'en vont. Serge Bondé, il s'en va. Ruben Malik aussi. Ils vont bosser. Ils ne rentrent pas chez eux. Non, pas du tout. Ils ne peuvent pas faire ça. Tout de suite, direction Yaoundé. On y va pour retrouver en place là-bas Javis Nana. Avec un peu de chance, Karel Mezatia sera donc à ses côtés. Javis Nana, Karel Mezatia, en direct de Yaoundé. Bonjour, bienvenue. Vous avez l'antenne. Ah, on a plutôt Jackson Bozo, justement. On s'attendait à voir Javis Nana. Jackson, madame, monsieur, bonjour, bon début de semaine à toutes et à tous. Eh bien, Karel est avec nous. Elle a fait le tour des kiosques ce matin à Yaoundé. Bonjour, Karel. Bonjour, Jackson. Bonjour, Jason Black. Madame, messieurs, bonjour. Nous ouvrons cette revue de presse avec le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune. Principale information à lire dans le journal de l'aéroport, situation économique de la communauté économique, de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Le chef de l'État Paul Biya prend le pouls. Avec un taux de croissance de 4 voire 5,%, peut-on doper véritablement la croissance de la sous-région et aspirer à devenir émergent économiquement à l'horizon fixé? Non, a dit Lucas Abaganchama au président de la République qu'il a reçu en audience vendredi dernier. Le gouverneur de la BEAC était ainsi rendre compte au président de la République de l'évolution de la Banque des États d'Afrique centrale. Occasion pour Lucas Abaganchama de parler des mesures prises par la BEAC
pour accompagner les États dans la réalisation des grands projets. À lire dans Cameroun Tribune ce matin. Nous restons en économie, mais cette fois-ci avec le quotidien de l'économie. Le journal de la valeur ajoutée s'intéresse au budget 2014 et parle des grands défis du gouvernement. Le quotidien de l'économie de Thierry Kouti passe en revue ce matin quelques-uns des ministères clés directement impliqués dans la volonté du gouvernement de continuer d'impulser la reprise économique après le ralentissement de la croissance mondiale consécutive à la sévère crise financière observée en mai 2008. Eh bien, et présente ici les principales priorités à eux assignées pour l'exercice 2014. Le budget le plus important revient donc aux travaux publics qui a une enveloppe prévisionnelle de 262,59 milliards de francs CFA et une enveloppe d'ailleurs en hausse de 3,9% par rapport à son budget pour 2013. Eh bien, le ministère des Finances compte tout simplement améliorer le délai de paiement. Au Minepat, il est question d'améliorer la croissance, tandis qu'au Miné, ministère de l'eau et de l'énergie, il est question de disposer de l'énergie suffisante pour booster l'économie. Tout est dit dans ce journal, allez simplement le lire, vous allez découvrir les chiffres. Another newspaper on the kiosk this morning is The Median. Main information to read in it: reunification celebration on complete project to welcome the President of the Republic, Paul Biya, in Boya. Eh bien, Karen, de ce côté-là, du côté du sud-ouest, les populations accusent, et pointent un doigt accusateur en tout cas, sur les autorités locales qui auraient adopté un plan ou une stratégie de communication qui viserait à faire comprendre aux chefs de l'État et au public que tout est fin prêt de ce côté-là. Pour la célébration, eh bien, il se trouve malheureusement que rien n'est encore prêt véritablement. Les routes, le grand amphithéâtre, le monument de la réunification, les projets d'eau et bien d'autres sont loin d'être achevés. À lire dans The Median ce matin. Descente aux enfers, Owona Asumu et Pokosi Ndoumbe attendus ce jour à la PJ, titre le bi-hebdomadaire La Météo. Eh bien, l'un est président du conseil d'administration, il s'appelle Pokosi Ndoumbe, l'autre est directeur général des ADC aéroports du Cameroun, Owona Asumu. Les deux sont attendus en principe ce lundi du côté de la PJ. Il faut bien le rappeler que la semaine passée c'était attendu de ce côté-là jeudi, mais cette fois-ci donc ils sont véritablement attendus. Eh bien, il est question ici pour le DG d'aller répondre des questionnements qu'il aurait fait, des virements bancaires qu'il aurait fait, virements estimés à quelques centaines de millions de francs qu'il aurait fait pour le compte de son PCA. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faudrait répondre simplement à tout cela, à lire dans La Météo ce matin. Autre information à lire dans le journal de Dieudonné Mveng, Cameroun Radio Television, les retraités livrent Vamulke à l'hyperdier. Eh bien, les responsables, les personnels retraités de la Cameroun Radio and Television Corporation, CRTV, viennent d'adresser un mémorandum au vitriol au chef de l'État, appelant par ailleurs l'Agence nationale des investigations, c'est-à-dire l'ANIF, la Commission nationale anticorruption, la CONAC, et la justice à se pencher d'urgence sur le cas du directeur général Amadou Vamulke. Eh bien, ce dernier, n'est-ce pas, dans ce réquisitoire, ils mettent un doigt sur les mots qui minent justement cette grande structure de l'État, l'Office, en tout cas, national de radio et de télévision. Tout y passe, de la gestion des personnels aux véhicules, des services et autres équipements sensibles, sans police d'assurance depuis au moins 2 ans. Les retraités, eux, n'ont pas perçu leurs droits depuis 3 ans, sans oublier les appels d'offres devenus la vache à lait du DG. D'après le journal, en tout cas, on parle également depuis près de 4 ans, en tout cas, les salaires de la CRTV sont versés, alors payés par le ministère des Finances, salaires naturellement des personnels, maisons et fonctionnaires en détachement. Comment peut-on expliquer donc cela? Autant d'interrogations, sans parler également, ou alors sans oublier, n'est-ce pas, des commissions, des passations de marché. On dit que les membres de ces commissions perçoivent entre 400 et 800 000 francs CFA, à lire dans La Météo Hebdo. Prospective Nouvelle s'intéresse à l'agence du service civique national de participation au développement. Le journal croit connaître pourquoi Ayou Keita a été limogé. Eh bien, des reproches sont faits à Ayou Keita, au directeur général sortant de l'agence. Eh bien, on parle d'un recrutement des cadres supérieurs et membres de sa famille sans l'avis du conseil d'administration, de l'insubordination notoire et caractérisée de ces derniers vis-à-vis de la tutelle et du conseil d'administration, la dénaturisation des missions de l'agence. Eh bien, la goutte d'eau qui aurait fait déborder le vase en tout cas, et le curieux
Arbitrage fait par le Premier ministre du gouvernement à l'immeuble Étoile le 26 novembre dernier entre Bidoun Pat, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, président du conseil d'administration, et le responsable de l'agence. Eh bien, tous deux seraient sortis de l'immeuble. Et quand ils sortaient de l'immeuble, justement, les uns et les autres trouvent que le premier cité, à savoir le directeur limogé, affichait plutôt profil haut, tandis que le ministre affichait pratiquement profil bas. Des sources sûres en tout cas, ou alors des attitudes qui auraient trompé malheureusement les uns et les autres, puisqu'en fin de compte, c'est celui qui aura affiché le fiche de profil bas qui finalement aura eu raison de l'autre. Un tour dans le maillot Sava avec le tri-hebdomadaire le soir, selon le journal d'Armand Mbianda, le cumul de fonctions bloque l'installation du maire. Au lancement, parce que tout part de là, au lancement de la campagne électorale dernière, en tout cas la dernière campagne, Abba Boukar, qui par ailleurs est sénateur, eh bien, a flatté le Lamido en lui promettant le poste de maire. Eh bien, Sa Majesté a mobilisé toute sa population qui ne voulait même plus entendre parler du RDPC. Mais seulement au moment de choisir le maire, Abba Boukar a levé le doigt et sa candidature a aussitôt été validée par les responsables du RDPC venu du comité central de Yaoundé. Alors, ce qui n'a pas plu naturellement aux populations. On parle ici de non-cumul de postes politiques qui a été appliqué dans toutes les autres régions et qui devait également être appliqué à ces derniers, car il se trouve que malheureusement, monsieur le maire et monsieur le sénateur en même temps ne voudraient plus abandonner sa casquette de maire. Il voudrait rester maire à vie, comme en tout cas l'indique ce journal, parce qu'il faut le rappeler déjà, il est là depuis bien des décennies. Pas question pour lui de partir, affaire à suivre. Formation militaire, on en reparle dans le journal Le Jour. Le quotidien bleu d'Aman Mana annonce ce matin qu'un 3e élève de l'EMIA meurt à Koutaba. Une réunion de crise s'est tenue hier au ministère de la Défense. Edgar Alam Bongo et ses principaux collaborateurs se sont retrouvés dans l'urgence pour évoquer des événements qui se succèdent depuis le 19 novembre à Koutaba, où la 35e promotion des élèves de l'EMIA poursuit son année de formation initiale. Et bien, vendredi 29 à 23h, un autre élève officier, il s'agit de Cédric Assaï Enoto, s'est retrouvé, en tout cas est mort à Koutaba. Titulaire d'un DEG en économie, il faisait partie de la 35e promotion de cette école-là. Eh bien, il a succombé à des malaises après une marche de 10 km. Des interrogations justement au niveau du cabinet de crise qui s'est ouvert du côté du ministère de la Défense. On se pose des questions. Naturellement, on se demande s'il ne faut pas faire à ces élèves une contre-visite médicale approfondie, ou alors, c'est vrai que si on le fait, il va se trouver quand même un problème, parce que, en croire un officier supérieur de cette institution, cette visite médicale réglementaire est traditionnellement programmée après une période allant de 60 à 90 jours environ de formation. Eh bien, un délai qui laisse le temps de révéler les pathologies inaugurales, des maladies qui, en principe, peuvent se déclarer subitement pour la première fois après un stress intense. Eh bien, l'on se pose des questions si ça ne remettrait pas également en question l'expertise même des médecins qui sont en charge du contrôle de ces élèves-là. À lire dans Le Jour. Autre information à lire dans le journal Le Jour, diffamation, Maurice Kamto au tribunal. Maurice Kamto accuse James Mwange Kombila d'outrage au corps constitué et fonctionnaire et de diffamation. Ces accusations portent sur une tribune publiée sur le site internet www.njangispress.com en date du 21 novembre 2011 à 4h59 et intitulée Mwange Kombila accuse Maurice Kamto. À l'époque des faits, Maurice Kamto était ministre délégué auprès du ministre de la Justice. Il accuse de plagiat. Dans cet article, Mwange Kombila, pour s'agréger des facultés de droit et chef du département du droit public de l'université de Douala, se plaint ouvertement d'avoir été plagié dans le manuel de méthodologie et d'exercice corrigé de droit international public paru en 2010. Eh bien, selon James Mwange Kombila, cet ouvrage portait des signatures